Et en voulant en apprendre plus, c'est là où je me suis dit, tiens, il y a une école à Paris qui donne des cours pour devenir gémologue. J'avais jamais entendu parler de ce métier. Mais en gros, quand tu es gémologue, c'est que tu es expert ou experte en pierres précieuses, en pierres fines ou pierres de couleur. Et donc c'est la douche froide en rentrant. En Thaïlande, les gens sont très ouverts, ils veulent tous t'aider. Et en France, c'est l'inverse. Les gens sont dans ce milieu-là, c'est très fermé. Moi, en rentrant, j'avais aucune intention de créer mes propres bijoux. J'avais pas du tout d'envie là-dedans. Et je pensais travailler avec des négociants, ce que j'avais en tête, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Les créations Tropical Thursday, ça se définit par 3 éléments. C'est souvent c'est des pierres de couleur, c'est de l'or rose et c'est minimaliste. L'idée aussi de cette marque, c'est que j'avais envie d'apprendre aux gens la richesse des pierres de couleur qu'on voit pas assez dans la petite joaillerie, parce que de la joaillerie vraiment qui est faite pour être portée tous les jours. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Toi May, gémologue et créatrice d'une marque de joaillerie Tropical Thursday. Mon invitée du jour est une touche-à-tout. Alors qu'elle était podologue pendant plus de 4 ans, elle trouve une nouvelle passion qui va vite se transformer en un nouveau job. Cette passion, ce sont les pierres, dont elle découvre l'univers dans le livre La vallée des rubis de Joseph Kessel, qu'elle découvre par hasard. La vie est bien faite puisque cette découverte va l'amener à s'intéresser aux pierres d'abord par le biais d'une formation en France, puis ensuite à Bangkok pour étudier dans une école spécialisée en gémologie, et plus tard aux États-Unis pour découvrir l'événement le plus important autour des pierres. Des expériences et des événements qui lui permettront de se faire des contacts et de se créer un réseau avant de se lancer en solo, un peu malgré elle, car le monde de la gémologie reste un monde très fermé où il est difficile de s'intégrer, particulièrement ici en France. Cela ne l'empêche pas de se lancer et de concilier création et amour des pierres en créant sa propre marque et en proposant un service sur mesure. Vous allez apprendre dans cet épisode comment Toi May a réussi à faire sa place dans le monde de la petite joaillerie en diversifiant ses services. Elle nous explique aussi les différentes étapes de création d'un bijou qui ont des coûts importants qui justifient le prix final. On parle également du bouche à oreille et pourquoi il est très important dans son business et dans le domaine du luxe en particulier. Et vous allez l'entendre, Toi May est une vraie passionnée des pierres, une passion qu'elle a à cœur de transmettre aux autres. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Toi May. Salut. Ça va ? Ça va. Merci d'avoir accepté l'interview pour le podcast. Ça me fait très plaisir. Je suis ravie de te recevoir. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Et on va parler de ton parcours et on va parler de ton métier, puisque tu es gémologue et tu as créé une super marque de bijoux de luxe, on peut dire, de joaillerie qui s'appelle Tropical Thursday. Et pour commencer, est-ce que tu peux justement te présenter, nous dire qui tu es et ton parcours avant que tu deviennes gémologue. D'accord. Alors, je m'appelle Tumaï. J'ai 36 ans et avant de devenir gémologue, j'étais podologue. Donc, j'ai un cabinet pendant 4 ans à Paris. Donc, j'étais déjà à mon compte. Et en fait, à l'époque, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est continuer à apprendre des choses. Et je m'inscrivais dans plein de cours du soir, où je me lançais dans des nouvelles activités. Je me suis mise à apprendre le chinois en cours du soir à la fac. D'accord. Bon, en général, ça ne dure pas très longtemps. C'est plus une lubie pendant quelques mois et après, je passe à autre chose. Et, T'es curieuse. Ouais, voilà. Mais bon, je me disais que il manquait un truc, quelque chose que je ferais avec quelque chose de passion, une activité de passion plutôt, en plus de mon activité principale.
Et c'est pour ça que je continue à apprendre des choses. Et un jour, j'ai ouvert un livre qui s'appelle La vallée des rubis de Joseph Kessel. Et c'est là que j'ai découvert donc, la gémologie, le monde des pierres, qui m'était complètement inconnu avant ça. Et donc j'ai décidé de m'inscrire dans une école à Paris de gémologue en parallèle de mon activité. D'accord. Donc ça représentait une journée entière tous les 10-15 jours. Et très vite, en fait, j'ai trouvé que l'enseignement n'était pas assez complet ou je restais un petit peu sur ma faim. Et il y a une des profs avec que j'adorais qui m'a dit, écoute, si tu veux vraiment approfondir le domaine, il faut que tu partes en Thaïlande. Il y a une école là-bas qui est vraiment bien. Et entre-temps, j'avais raconté à une de mes patientes avec qui je m'entendais bien que je faisais en parallèle des études de gémologie. Et là, elle m'a dit, mais mon frère est James Dealer à Bangkok, il faut que je vous mette en contact. Donc c'était vraiment le hasard. Et donc on a commencé à échanger avec son frère et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais si tu veux voir des belles matières, si tu veux vraiment apprendre, faut que tu viennes ici, faut que tu viennes à Bangkok faire le GIA, l'école que j'ai faite après. Ouais. Et long story short, j'ai vendu le cabinet et donc après je suis partie. Bon, ça s'est fait sur plusieurs mois, c'était pas non plus du jour au lendemain. D'accord. Et donc je suis partie à Bangkok faire cette école. C'est une école américaine qui a des campus un peu partout dans le monde. Mais moi, ça me plaisait d'aller vivre quelques temps en Asie en tout cas. D'accord. Je veux bien qu'on revienne sur le livre, du coup, qui t'a fait découvrir la gémologie. Donc, je crois que c'est un récit de voyage, c'est ça, qui se passe dans la jungle en Birmanie. Tu l'as lu ? Non, j'ai pas lu, mais j'ai regardé parce que justement, en faisant des recherches, j'ai vu, mais en tout cas, ça m'a donné envie de le lire. Je le recommande. Oui, c'est exactement ça. Mais vraiment, je pense que je suis tombée dessus par hasard. Parce que j'aime bien flâner dans les librairies ou à la Fnac, dans les rayons, mais sans vraiment savoir ce que je vais acheter. Et c'était il y a quelques temps. C'était pas à l'époque où il y avait Instagram, avec des recommandations à tout va. Donc je flânais dans les rayons en cherchant un titre, une couverture, quelque chose qui m'accrocherait. Et je suis tombée vraiment dessus par hasard. D'accord. Et ça t'a fait découvrir un peu ce... Et en fait, en lisant le livre, c'est ça, c'est que tu découvres un monde où c'est la façon dont le commerce des pierres se fait. C'est très, en tout cas dans le livre, c'est très ritualisé. Il y a des façons de faire, des personnes à voir, à pas voir. Enfin, il y a toute une sorte de rituel. Bon, ça se passe pas forcément comme ça dans la vraie vie aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça assez fascinant et du coup vraiment je me suis dit en fait les pierres précieuses c'est quelque chose qui fait toujours rêver et je m'y suis pas vraiment intéressée, donc je vais commencer à faire des recherches sur le sujet. Et en voulant en apprendre plus, c'est là où je me suis dit, tiens, il y a une école à Paris qui donne des cours pour devenir gémologue. Je n'avais jamais entendu parler de ce métier. Oui, tu connaissais pas. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux justement juste nous dire la définition du gémologue, ce que c'est exactement comme métier pour celles qui nous écoutent ? Alors, gémologue, avec un diplôme de gémologue, on peut faire des choses assez diverses et variées. Mais en gros, quand tu es gémologue, c'est que tu es expert ou experte en pierres précieuses, en pierres fines ou pierres de couleur. Voilà. C'est que tu es capable de les identifier grâce à différents instruments et à tes connaissances. D'accord, oui, parce qu'il y a différentes pierres, donc c'est tout un univers bien cloisonné, bien... c'est un univers qui fait rêver aussi. Comment ? Qui fait rêver aussi. Oui, qui fait rêver, je pense, mais c'est vraiment la richesse des pierres, du monde des pierres, c'est extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fascinée. Donc ça t'a fascinée, tu as commencé à faire des études ici à Paris. Voilà. Et alors, à côté de ça, tu continuais toujours ton activité de podologue. Exactement, en cabinet. Donc ce qui était bien, c'est que j'étais à mon compte. Oui. Et les jours où j'avais cours, ou
je pouvais fermer le cabinet Tu étais flexible au voilà, niveau exactement. du planning. À mon envie, c'est moi qui gère mon planning, c'est moi qui cale mes rendez-vous. Il n'y avait pas Doctolib encore à l'époque, quoique c'était les tout débuts, je pense. Ouais. Mais voilà, c'est moi qui gérais tout, donc j'étais assez libre de mon emploi du temps. D'accord. Et comment tu passes justement de je ferme mon cabinet et je pars à Bangkok? Après, ça demande un peu de réflexion. C'est tout un cheminement, oui. j'imagine, que tu as eu, où tu t'es dit, là, tu t'es arrêtée en fait. C'est ça que j'aimerais savoir, comment tu t'es arrêtée sur cette activité-là, alors que tu en avais fait plein d'autres avant, et que tu t'es dit, celle-ci, c'est ma passion. Quand j'étais podologue, je continuais à me former. J'avais fait une formation de réflexologie plantaire, qui venait compléter mon activité principale. Mais comment je sais, peut-être parce que justement, au bout de plusieurs mois, je me suis toujours pas lassée d'en apprendre sur les pierres. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, il y a vraiment quelque chose là-dedans que je veux continuer à découvrir. Alors que les autres, je me suis même mise à la broderie. J'avais tout acheté, des tambours, des fils. C'est vraiment des trucs comme ça. Je me mets à fond sur un truc. J'achète tous les livres, je regarde des tutos, j'achète tous les accessoires possibles. Et puis au bout d'un moment... tu te lasses, quoi. Ouais, c'est surtout parce que j'ai compris une chose, c'est que quand j'arrive pas à obtenir un résultat rapidement, que ce soit probant, je perds vite patience. D'accord. Et là, au contraire, en fait, j'avais vraiment envie de continuer à en apprendre plus et en savoir plus sur le sujet. D'accord. Des activités qui étaient surtout créatives, alors du coup, j'ai l'impression quand même. Loin un peu de la podologie. Ouais, c'est une sorte d'art. Hein. Ouais, c'est une sorte d'art aussi. Bah oui, prendre soin des pieds, c'est un art aussi. Non, ce que j'aimais bien vraiment dans ce métier, c'est le contact humain. C'est que tu vois des profils et des personnes de tout milieu. Et moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est vraiment l'échange que tu as avec les personnes. D'accord. Et comment ça se passe alors à Bangkok quand tu vas là-bas? Tu pars combien de temps? Du coup, ça dure combien de temps les études là-bas dans l'école dont tu nous parlais? Donc c'est le GIA, c'est Gemological Institute of America. Donc c'est un laboratoire qui certifie notamment les diamants et les pierres de couleur. D'accord. Et qui ont une partie école, formation, donc avec des campus un peu partout dans le monde. Et donc c'est 6 mois. Je suis restée 7 mois, je pense, à Bangkok. Oui. Et c'est entre guillemets de l'intensif. C'est le matin, il y a de la théorie, l'après-midi de la pratique, et non-stop pendant les 6 mois. Quand c'est pas, il n'y a pas de vacances, on fait que ça. D'accord. Donc tu apprends à reconnaître les pierres. Exactement, les identifier. Les identifier. D'accord. Et ainsi que leur traitement, leur synthèse, voilà. D'accord, très bien. Et donc après, tu reviens en France? Je reviens en France. Et comment ça se passe? Donc là, tu te dis, c'est bon, j'en fais mon métier. Alors, moi, j'étais partie avec plein d'idéaux dans la tête. D'idéaux, pardon. Et en fait, j'avais un peu fait la promesse à mes proches que j'allais rentrer en France. Donc, je suis rentrée. Mais je pense que si j'avais pu... si j'avais pas eu d'attache en France, je serais restée un peu plus longtemps à Bangkok, en Asie en tout cas. Oui. Et donc c'est la douche froide en rentrant. C'est la douche froide, c'est pas du tout comme... Tu l'imaginais? Ouais. En Thaïlande, les gens sont très ouverts, ils veulent tous t'aider. Vraiment, les gens veulent t'aider, quoi. Si tu veux travailler, tu vas trouver du travail, en tout cas. Dans ce milieu-là, tu veux dire. Dans ce milieu-là, oui, spécifiquement là-dedans. Ouais. Et en France, c'est l'inverse. Les gens sont dans ce milieu-là, c'est très fermé. Il faut montrer patte blanche, il faut être recommandé par des gens, il faut avoir de la famille dans le métier. Donc, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et moi, en rentrant, j'avais aucune intention de créer mes propres bijoux. J'avais pas du tout d'envie là-dedans. Et je pensais travailler avec des négociants... que j'avais en tête, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est l'image que ça donne, en tout cas, le gémologue, et tout ce qui est le domaine, l'univers de la joaillerie, en tout cas, ça donne un univers vraiment fermé, cloisonné, auquel, à mon avis, ça marche plutôt par bouche à oreille.
Et justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Comment on rentre dans ce milieu qui est quand même très fermé, pas toujours très ouvert? Ouais, c'est vraiment très fermé. Et en plus, les places en tant que gémologue, auprès des négociants, il y en a pas Pas beaucoup. beaucoup, ouais. Il n'y en a pas tant que ça. À Bangkok, en comparaison, il y en a... Bangkok, c'est vraiment la plateforme pour le commerce des pierres de couleur. Donc, il y a vraiment un business autour de ça. À Paris, il y en a, mais pardon, c'est vachement plus fermé et des postes, il n'y en a pas tant que ça non plus, quoi. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En rentrant, j'ai fait tous les jobs de la Terre. Ah oui. Je pense que j'ai fait presque tous les jobs possibles. C'est-à-dire tous les jobs? Parce qu'il fallait quand même que je fasse un job alimentaire. Ah oui, d'accord. Alors effectivement, en partant, je m'étais dit, bon, quand tu rentres, tu peux toujours retourner à ton activité de podologue parce que tu es diplômée, oui. Tu resteras podologue quoi qu'il arrive. Mais bon, j'avais ce truc de pas vouloir faire un pas en arrière, tu vois. Oui. J'aurais eu l'impression de faire ça, même si j'avais l'option de le faire, et puis j'avais vraiment pas envie d'y retourner finalement. Ouais, tu te disais que c'était un retour en arrière. J'adorais ce que je faisais à l'époque où j'avais mon cabinet et quand je faisais mes études, mais voilà, une fois rentrée, j'avais pas envie d'y retourner en tout cas. Donc il fallait quand même vivre. Ouais, bah oui, donc tu as fait des jobs, mais même pas dans le domaine de la joaillerie, c'était compliqué de rentrer aussi. C'est venu après, donc j'ai fait des jobs d'hôtesse, j'ai fait de la restauration pendant hyper longtemps, des jobs administratifs, enfin vraiment tous les trucs possibles. Et j'ai appris plein de choses, c'est hyper formateur finalement. Bah ouais, bah... Non, sérieux. Et puis finalement, j'ai trouvé des postes en retail, donc dans la joaillerie, mais en magasin pour de la vente. Et en fait, c'est ça, je suis pas très patiente et en tout cas, si je m'épanouis pas, je reste pas. Donc, donc en tout cas, dans mes expériences de retail, j'en ai eu une où ça se passait très bien, mais c'était pas très épanouissant. C'est-à-dire que c'était une marque d'une créatrice londonienne qui est connue dans le milieu de la joaillerie, mais voilà, qui reste assez confidentielle. Et tu passes beaucoup de temps à attendre la journée. Ah oui, bah oui, j'imagine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients non plus. C'est pas un magasin de mode de grande fast fashion où tu as du monde qui vient, quoi. Donc, Et en plus, c'était la joaillerie qui était dans l'hôtel Coste. Donc déjà, c'était dans l'hôtel Coste. Et en plus, c'est dans le passage, donc il fallait que ça soit des clients qui rentrent dans l'hôtel, qui viennent ensuite ah oui, dans la donc boutique. En plus, ça limite. Voilà. Ouais, je vois. Mais je me suis fait des super copines que je vois toujours depuis. Il faut voir le bon côté des choses, du coup, mais je suis partie parce que... Et donc, j'ai posé ma démission, je pense, au bout de 6 mois, je crois. Oui. Parce que j'avais une proposition pour un autre boulot en laboratoire, mais qui s'est pas faite, finalement. C'était comme ça. J'ai continué à refaire des jobs alimentaires et après j'ai retrouvé un poste en boutique qui était génial. J'ai énormément appris. C'était une boutique qui faisait de la joaillerie de seconde main. Donc il y avait énormément de très très belles pièces vintage ou de grandes maisons. Et c'était vraiment très très intéressant. Et en fait, je suis pas restée très longtemps non plus. Pas parce que ça m'intéressait pas, c'était vraiment très bien. Mais j'avais l'opportunité de partir à Tucson aux États-Unis pour faire le salon, enfin pour visiter le salon des gemmes et des minéraux, et qui est un des plus gros salons au monde international. Et du coup, je suis partie à ce moment-là. Ok. Donc tu pars pour le salon. Voilà, en me disant que peut-être j'aurais... Des opportunités. Exactement. J'ai rencontré plein de gens. J'ai pas trouvé de boulot. Mais j'y suis allée, mais vraiment sans regret, parce que c'était vraiment une super expérience. En plus, tous les négociants un peu du monde se retrouvent à ce moment-là. Donc, tes copains, tes copines, tes potes qui sont un peu dispersés partout
se retrouvent au même moment, au même endroit. Donc c'était vraiment très cool de le faire. D'accord. Et surtout, tu vois des choses extraordinaires. Ouais, et puis en plus, tu dis que c'est le plus gros salon sur la thématique, c'est que vraiment... C'est-à-dire, c'est dans la ville de Tucson, je pense que c'est dans toute la ville, tu as différents salons que tu peux visiter et vraiment, bon, tu as des endroits où tu as des fossiles, des minéraux complètement surréalistes. Et après, tu as les gros salons AJTA, DJX, où tu as tous les négociants qui sont là. Et tu peux voir des choses extraordinaires, des pierres extraordinaires. Et te sortent des coffres, des choses magnifiques. Ah ouais, j'imagine. Que tu vois pas tous les jours quand on arrive. Ouais, j'imagine. Du coup, donc tu vas dans ce salon, mais à quel moment du coup tu passes à je crée ma marque? Alors, je suis rentrée après toujours sans avoir trouvé en fait, les gens dans ce milieu-là, c'est bien de créer des liens parce que totalement, ça fonctionne surtout sur la confiance déjà. Et donc, dans tous les cas, c'était vraiment une super expérience. Donc, je suis rentrée et je crois que si c'est bien dans l'ordre, j'ai retrouvé un boulot pour une autre maison de joaillerie sur la place, parisienne, une maison de la place, et qui faisait une ouverture dans un grand magasin au printemps. Et ça s'est pas très bien passé. D'accord. En fait, tout se passait très bien, mais la manageuse était pas très qualifiée, on va dire. Et moi, je suis pas très patiente non plus, donc moi, je l'ai dit, ça se passe... Donc, tu as préféré partir parce que c'était pas trop ça, quoi. Non, c'était voilà. Pas, si tu t'entends pas avec un manager, ça passe... Le temps m'a donné raison parce que finalement, ils ont fini par se séparer de cette personne et reconnaître leur erreur de casting. Voilà, donc c'est que t'étais plus qualifiée. Voilà. Et entre-temps, je me suis dit, bon, en fait, moi, ce que j'aime dans la joaillerie, dans ce que je vois dans les pierres, je ne le retrouve pas dans ce que je vois. Ce que je vois dans les autres marques. Et puis je me dis pourquoi pas finalement me lancer moi-même là-dedans. D'accord. Donc voilà, c'était ça le switch. Le switch, c'est que tu trouvais pas exactement... Et surtout je voyais plein de choses et je me dis mais en fait je pourrais très bien aussi me lancer là-dedans, quoi. Oui. Et du coup, donc, tu t'y mets. Ouais, je m'y mets. Entre-temps, j'ai une séparation compliquée. Ouais. Entre-temps, je pars aux États-Unis quelques mois pour changer d'air. Ouais, il y a plein de choses, quoi. Voilà, j'avais commencé le projet, mais en fait, j'avais pas du tout le temps de m'en occuper. J'avais d'autres choses à régler et ça a pris un peu de temps. Du coup, je suis rentrée en 2018 et le temps de me réinstaller à Paris dans une vie parisienne, de retrouver mes repères, ma stabilité, c'est le temps que ça a pris pour ensuite développer la marque. D'accord. Quand tu commences quand tu reviens ici en 2018 et que tu veux développer la marque, concrètement, comment ça se passe? J'imagine que est-ce que tu fais toi-même tes premiers bijoux? Est-ce que tout de suite tu trouves les ateliers? Comment ça se passe? Alors, comment ça Par quoi tu commences d'ailleurs? Oui, parce vrai, que ça. Quand on veut monter une marque comme ça de joaillerie, par quoi on commence? Figure-toi qu'on apprend beaucoup de choses parce que c'est pas du tout mon domaine de base, que ce soit le marketing, la communication, rien. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse toujours, c'est de jouer avec des cailloux et des pierres qui brillent. Donc, c'était... il faut en faire maintenant un business. Donc, c'était autre chose, là. c'est ça. Donc, j'étais assez perdue, je dois dire. J'ai commencé Alors, j'avais déjà des contacts avec des ateliers à Paris. Parce que... en fait, j'aime beaucoup le contact humain, donc c'est très facile pour moi de discuter, de rencontrer des gens. Pas forcément pour travailler avec eux, mais voilà. Et ce qui m'a permis justement de bouche à oreille, de rencontrer des gens qui m'ont présenté des ateliers. C'est surtout des artisans avec lesquels j'ai sympathisé et qui m'ont aidé au début, en tout cas. Tiens, je voulais faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que je sais pas comment on fait. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et après, après c'était... t'apprends
tout, à faire un site, t'apprends à gérer un réseau social, enfin les réseaux sociaux. Tu travailles avec les artisans, c'est-à-dire, c'est quoi exactement la relation que tu as avec les artisans? C'est eux qui font tout le... C'est-à-dire que toi, tu sélectionnes les pierres et puis eux, ils font après le bijou, après derrière, c'est ça? Alors en fait, moi, j'achète toutes les pierres que j'utilise pour Tropical Thursday, c'est moi qui les sélectionne. D'accord. Toujours, excuse-moi, les fournisseurs, donc ils viennent, c'est un peu partout dans le monde. Alors les fournisseurs avec lesquels je travaille sont situés un peu partout dans le monde. Ouais. Parce que justement, je me suis créé un réseau de négociants de confiance que je connais depuis très longtemps. Et en général, j'ai créé même des liens d'amitié avec ces personnes. D'accord. Ensuite, donc moi je sélectionne toutes les pierres. J'achète pas forcément des pierres pour créer des bijoux. J'achète beaucoup par coup de cœur. D'accord. Et ensuite, je décide de créer un bijou. Donc c'est moi qui vais le dessiner, en tout cas avoir l'idée du design global. Et ensuite, je partage mon dessin, mon croquis avec l'artisan joaillier. D'accord. Alors au début, je travaille avec une personne qui me faisait tout. Maintenant, je travaille avec des ateliers avec lesquels, en fait, il y a un designer 3D. Donc, il me fait une maquette en 3D de mon dessin, de mon bijou. Ensuite, l'impression, enfin, on a une impression 3D, donc le bijou est imprimé en 3D, qui est ensuite envoyé à la fonte. Donc, c'est une tierce personne qui sort donc le bijou en or. Et la fonte repart chez le joaillier qui rattrape la fonte, c'est-à-dire qui la met bien en forme, qui enlève les jets de fonte, qui la met nickel. La pièce part ensuite entre les mains d'un sertisseur, donc une autre personne. D'accord. Qui va positionner les pierres sur le bijou. Et enfin, la pièce repart ensuite dans les mains d'un polisseur. Donc une autre personne. Non, parfois le joaillier peut polir, mais ou alors il y a l'étape après avec le polisseur. Sinon c'est une autre personne différente qui va s'occuper de faire briller en fait le bijou final. D'accord, il y a plusieurs étapes. C'est intéressant de savoir qu'il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver au petit bijou final qu'on voit sur Internet, quoi. Exactement. Donc un bijou, ça peut être 5 personnes parfois pour un même bijou. Ce qui explique aussi pourquoi un bijou, c'est un coût. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que c'est assez cher. Donc, c'est pas pour rien, quoi. Déjà, la pierre et puis après, toutes les étapes qu'il y a derrière, parce qu'il y a quand même 5 personnes qui travaillent dessus. Donc, c'est ça. Et après, il y a les coûts des matières premières, de l'or, des pierres. Ouais. Et puis, la plupart, c'est fabriqué à Paris. Donc, voilà, chaque personne est rémunérée à sa juste valeur aussi. Donc, et en plus, chaque corps de métier... demande beaucoup d'années d'expérience en plus. Et j'ai vu justement sur le site que tu as une partie collection, une partie sur mesure. Est-ce que toi, quand tu démarres ton activité en 2018, tu penses tout de suite à faire une collection ou du sur mesure? Les deux même. Alors, le terme collection à l'époque était nébuleux pour moi. Tiens, j'ai envie de créer un bijou avec ça. D'accord, donc tu crées un bijou par passion, parce que ça me plaisait de le faire. D'accord. Voilà. Tout ce qui est collection, c'est arrivé après. Ouais, vraiment ça c'est venu après, ou vraiment plutôt petit à petit. Et non, sur mesure, j'ai commenccommencé à avoir quelques demandes au début. C'est par bouche à oreille, un peu de proches. Ouais, voilà, des copains, des copines, des demandes en mariage. Ah bah tiens, est-ce que tu pourrais me faire une bague? Voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une bonne partie de mon activité aussi. Oui, j'imagine, oui. Justement, ton activité, comment tu l'as répartie, comment tu te fais connaître, comment tu fais en sorte d'avoir du business, on va dire. Parce que comme tu dis au départ, tu as appris à faire un site, effectivement, donc après tu viens pas du monde du marketing. Est-ce que tu t'intéresses justement à ce monde-là du coup pour pouvoir... Parce qu'en plus, vendre des bagues sur Internet à ce prix-là, c'est pas évident parce qu'on a envie de les voir, on a envie de toucher, puis ça a un coût. Alors comment tu as réfléchi justement à cette barrière-là concrètement? Donc
Mon activité se divise en 3 parties, on va dire. Ouais. Donc Tropical Thursday qui a des collections de bijoux, des lignes avec, je crois que j'ai 7 collections donc avec des modèles qui se déclinent dans différents colliers, bagues, boucles d'oreilles. La partie sur mesure où là je vais faire vraiment de la création soit à partir de pierres de famille, des clients ou des clientes, ou sinon ça va être vraiment la création de A à Z d'un bijou sur mesure qui sera unique et que j'aurais créé pour la personne, enfin avec laquelle on aura travaillé ensemble, D'accord. déterminé ensemble ce qu'ils ont en tête ou ce dont ils rêvent. D'accord. Et ensuite j'ai une 3e partie, donc elle qui est plutôt sur le négoce de pierre, où là je fais du négoce de pierre. D'accord. Pour des autres marques, c'est ça? Alors soit des joailliers, Oui. soit des professionnels, Ouais. voilà. Soit pour des professionnels ou des particuliers qui me demandent des pierres, mais en général, quand on me fait cette demande-là, c'est qu'on veut faire un bijou derrière. Mais donc, pour la partie sur mesure, je source les pierres pour le client ou la cliente. D'accord. Et tu peux nous dire à peu près un pourcentage au niveau de ton business, chacune des activités, qu'est-ce que ça représente? Celle qui te rapporte le plus, c'est sur mesure peut-être? Alors aujourd'hui, je dirais que ça va être la partie sur mesure. Qui représente alors en pourcentage En tout cas, c'est le plus gros ou c'est la négoce peut-être Non, alors négoce, c'est vraiment quelque chose que je voudrais un peu plus développer. Ouais. Mais, c'est en cours. Et c'est en cours. Et parce que tu as vu que sur le marché, il y avait de la demande, justement, ou parce que tu as fait aussi des contacts qui sont intéressants pour des joailliers? Tu vois qu'il y a du potentiel, je veux dire, sur ce marché-là? Oui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de joailliers ou joaillières qui n'ont pas accès à des jolies pierres. Pas forcément des grosses pierres de centre, mais des pierres avec des belles couleurs, des belles brillances à un prix raisonnable, que moi je considérais raisonnable. Ayant moi-même cherché des pierres, parfois j'ai besoin de pierres rapidement pour des urgences, donc je vais me fournir auprès de négociants à Paris. Et je me suis rendu compte que soit c'est très cher, soit on trouve pas, je trouve pas ce que je cherche. D'accord. Et je sais que moi, par mon réseau, j'ai souvent accès à des pierres à un meilleur prix et surtout de très belle qualité et qu'on voit pas forcément chez tout le monde. D'accord, donc tu as eu l'idée d'aller proposer tes services pour leur vendre. Alors, j'y suis pas allée en me disant, tiens, je vais proposer mes services, c'est plus du bouche-oreille. Voilà. Des fois, j'ai de l'eau de pierre à un prix intéressant et du coup, je vais partager ce lot, je vais le proposer à d'autres professionnels pour leur en faire profiter, on va dire. Et voilà, petit à petit, j'ai eu de plus en plus, un peu plus de demandes directement dans l'autre sens. Ah tiens, est-ce que tu n'aurais pas ci ou ça et voilà. D'accord, très bien. Et du coup, là, en ce moment, ça va être plutôt donc, le sur-mesure qui prend plus de temps, quoi. Alors, c'est pas que ça me prend plus de temps, à vrai dire. Peut-être qu'il y a aussi des périodes, j'imagine, où tu fais plus de sur-mesure, peut-être les mariages qui sont au printemps, ou les Noëls, les Saint-Valentin, peut-être. En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est la partie Tropical Thursday, collection, parce que vraiment là, c'est... faut penser à la façon dont tu vas communiquer dessus, dont tu dois les vendre aussi. Calcul de prix, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me prend énormément de temps et surtout c'est pas ma spécialité. D'accord. Là j'essaye, je me rends compte que t'as beau apprendre, lire, à un moment t'atteins tes limites, tu peux pas te spécialiser dans tout, quoi. Il faut s'adresser aux bonnes personnes après. D'accord, parce que jusqu'à aujourd'hui tu fais comment du coup justement? Jusque là encore aujourd'hui je fais pratiquement tout toute seule. Que ce soit les photos, les réseaux sociaux, les textes, le site, ça c'est fait moi beaucoup qui gère. de boulot. Mais maintenant, j'ai un dev. J'ai un dev et puis l'idée, c'est que je puisse prendre peut-être des freelances pour ne serait-ce que, je sais pas, gérer les réseaux
ou ce genre de choses. Trouver les réseaux, enfin les leviers qui vont correspondre plus à ta cible. D'ailleurs, c'est qui ta cible? C'est qui achète des bijoux Alors, du coup, c'est marrant parce que les clients pour Tropical Thursday, les clients sur mesure, sont pas Ce forcément sont pas les mêmes, mêmes. j'imagine. Ouais. Voilà. Par exemple, le sur mesure, alors, c'est souvent pour des occasions précises. Un anniversaire, un mariage. Souvent pour les mariages, j'ai des hommes ou des cadeaux d'anniversaire de mariage. Enfin voilà, pour célébrer un événement ou des cadeaux de naissance. Voilà, je vais avoir pas mal d'hommes qui viennent me voir. C'est des hommes actifs entre, je sais pas, 28 et 45. Oui. Voilà. Qui viennent te voir pour avoir la bague idéale pour... Pas forcément une bague. Pas forcément une bague, d'accord. Ouais. C'est un bijou. Un bijou. D'accord. Okay. Où j'ai aussi des femmes pour le sur-mesure. Là, j'ai ma dernière collection, c'est la collection Galaxy. En fait, chaque pièce, ce sont des pièces uniques. Du coup, là, ces modèles-là plaisent beaucoup et on m'a demandé de le décliner en personnalisant en fait ces bagues-là. Donc là j'ai plutôt des femmes. Et après, ce qui est parti Tropical Thursday, c'est plutôt des femmes qui m'achètent directement. D'accord. Et t'achètent directement. Comment ils te connaissent? Ils viennent jusqu'à toi, tu sais? Alors, j'ai bouche à oreille. C'est beaucoup bouche à oreille. Après, les réseaux sociaux aussi. Heureusement que ça existe. Mais ça prend un temps fou à gérer. Ouais. Et t'as pas mis en place, j'imagine, donc même je sais même pas s'il y a publicité payante sur les marques de luxe comme ça. Si, ça peut marcher en fait. Ça se teste. Mais voilà, c'est pareil, tu perds vite de l'argent si tu sais pas le faire. Sais pas. Ouais. Donc, exactement. Donc voilà, j'ai fait quelques formations, quelques calls avec Facebook, Pinterest et compagnie. C'est très intéressant parce que j'aime toujours savoir au moins comment les choses fonctionnent. Oui, je comprends. Si un jour je passe la main, je sais au moins comment ça marche et voilà, je veux au moins savoir comment ça marche. Après, je suis pas une spécialiste et ça prend énormément de temps de s'y mettre et de comprendre tous les rouages, faire des tests, des campagnes, enfin bref. En plus, c'est pas le truc le plus fun du monde d'après moi. Il y en a qui trouvent ça amusant, moi je trouve pas ça drôle du tout. Ouais, puis tu as envie de te concentrer sur la création plus que sur ça, en fait. C'est ça. Donc, et t'envisages justement de travailler avec une agence ou avoir quelqu'un avec toi une agence, je pense pas avoir les moyens pour l'instant de payer une agence. Peut-être avoir quelqu'un avec toi. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais je pense à plein de choses. Mais voilà, là, en fait, je me suis dit plutôt, là, j'ai vraiment envie de créer des choses que j'ai envie de créer. Parce qu'avant, je pense qu'il y a encore pas très longtemps, il y a des choses que j'osais pas faire en fait, en termes de bijoux tout simplement. Pourquoi ? Parce que je me disais, ça va revenir très cher comme produit, comme bijou final, ou j'ai peur que ça plaise pas. Et en fait, voilà, là moi j'ai envie de faire ce qui me plaît. C'est quoi ton processus créatif justement quand tu te mets dans la création? Tu t'inspires de quoi? Alors, tu te nourris de quoi d'ailleurs? Parce que les créatifs se nourrissent beaucoup. Après, moi j'aime beaucoup aller me balader, ne serait-ce que marcher dans les rues, que ce soit à Paris ou ailleurs. J'aime beaucoup voyager. Moi j'allais dire comme tout le monde, mais pas forcément. Mais peut-être tu as un œil un peu différent sur les choses que tu vois autour de toi, justement sur le côté créatif. J'aime beaucoup aller dans les galeries, dans les musées, et j'ai une passion pour tout ce qui fait de la lumière et qui fait de la couleur. D'accord. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ouais. Mais oui, voilà, j'aime beaucoup. Souvent, quand je vois des lumières se refléter ou des jeux de lumière, je peux regarder ça pendant des heures, quoi. Bon, après, c'est pas forcément ça qui va influer ma création, mais... Ça va t'inspirer quelque part. Ouais, en fait, je m'y retrouve dans mon métier, c'est-à-dire ça brille, ça fait de la couleur. Voilà, c'est des éléments qui se recoupent. Et c'est quoi le déclic là qui fait que tu vas assumer un peu plus tes créations? Il y a des moments comme ça, on se dit allez, parce que j'ai un copain qui est créateur, qui est joaillier, créateur. Et lui, en fait, il fait ce qu'il a envie. C'est pas... vraiment, je suis hyper admirative de ce qu'il fait. C'est que
il fait ce qu'il a envie, ce que son imaginaire lui dicte, entre guillemets. Et il n'y a rien de conventionnel, absolument pas. Bon, je suis pas du tout comme ça, je suis vachement plus conventionnelle. Mais voilà, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie forcément de me plier à... De te mettre des barrières, en fait. Voilà, après, je fais pas des choses extravagantes non plus. Hein. Les créations Tropical Thursday, ça se définit par 3 éléments. C'est souvent c'est des pierres de couleur, c'est de l'or rose et c'est minimaliste. Donc, il n'y a rien d'extravagant, on va dire. Mais disons qu'il y a des associations que j'ai plus envie de faire, que j'ose plus, mettre plus de pierres aussi. Voilà. D'assumer un peu plus le côté créatif, aller plus loin. C'est quoi comme pierre qu'on retrouve d'ailleurs sur tes bagues? C'est diamant, saphir, je connais pas grand chose en... Et bah justement, l'idée aussi de cette marque, c'est que j'avais envie d'apprendre aux gens la richesse des pierres de couleur qu'on voit pas assez dans la petite joaillerie. Parce que moi, je fais de la petite joaillerie, c'est pas de la haute joaillerie. C'est de la joaillerie vraiment qui est faite pour être portée tous les jours au quotidien et qui peut s'offrir ou pour soi-même ou les autres, mais pas forcément pour une occasion. Et donc de faire découvrir la richesse des pierres. Donc moi j'ai une passion pour le spinel, qui est une de mes pierres préférées. Après il y a du saphir, des saphirs de couleur, il y a des saphirs de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'on va trouver? Il va y avoir des grenades, différentes couleurs aussi. Souvent les gens vont associer le grenat à du rouge par exemple, ou le saphir à du bleu. Alors qu'en fait ils existent dans une infinité de couleurs presque. Ah oui, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes couleurs, comme tu dis, du bleu, du vert. On voit pas assez, alors qu'il y en a plein d'autres, tu me dis. Exactement. D'accord. Après, ça peut être des diamants, mais qui vont être sous une forme dont on n'a pas l'habitude. Ce qu'on appelle les diamants icy, qui sont un peu comme s'ils étaient givrés, qui leur donnent un aspect assez particulier que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment l'idée de montrer qu'il y a autre chose, que les pierres précieuses, les pierres de couleur, les pierres fines, il en existe plein et qu'elles sont incroyables. D'accord, ça donne envie. Moi, j'avais regardé ton site évidemment et j'ai trouvé déjà très joli, mais c'est vrai que c'est un monde complètement qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Je te montrerai tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Du coup, c'est des achats en plus qui sont vraiment coup de cœur, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que je ne fonctionne pas forcément comme d'autres marques. Moi, j'achète par coup de cœur. Non, j'achète vraiment des pierres par coup de cœur. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, je ne les montrais pas. Je suis désolée. Pendant très longtemps, j'ai acheté des pierres que je gardais que pour moi. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui les regardais. Je l'ai montré à mon compagnon. J'ai dit, elles sont magnifiques. Et à un moment, j'ai travaillé avec une agence l'année dernière qui m'a vachement aidée du côté marketing. Et qui m'ont dit, une des personnes du binôme m'a dit, mais tu sais, le but c'est de vendre. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas envie de m'en départager. Et il a raison, il a toujours raison, le but c'est de vendre. Et moi je fais vraiment ça par passion et parfois j'ai juste envie de les garder pour moi. Et ça me fait toujours quelque chose de me séparer d'un bijou, de le vendre, de le donner au client, à la cliente. Ça me fait toujours, j'ai l'impression de me séparer pas d'un bébé, mais c'est quelque chose que j'ai créé, que voilà, j'ai passé du temps, il y a eu beaucoup d'amour là-dedans. Ouais, tu mets beaucoup de... Donc ça me fait un petit quelque chose toujours de m'en séparer. Et donc voilà, là, maintenant je montre aussi les pierres que j'achète et surtout je me force, entre guillemets, à les utiliser. Ouais, c'est mieux pour pouvoir les vendre. Comme ça tu peux en acheter d'autres aussi. C'est vrai. D'ailleurs, juste une petite question, ça demande un gros budget de départ, ça, quand tu veux acheter des pierres pour faire des bijoux, pour avoir un ordre d'idée, parce que si... en fait, la joaillerie, c'est... Moi, je fais que de la très petite production, parce que ma trésorerie ne me permet pas de stocker... oui, j'imagine. D'avoir du stock, un grand stock. Donc, je fais de la très petite production, et sinon, oui, c'est... J'achète des pierres, ça dépend des pierres, mais
je peux stocker des pierres, je sais pas, à 1 000 € et après je peux avoir des pierres à, je sais pas moi, 20 €. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, ça dépend de la taille, Ça dépend de la taille du type, Ouais. leur qualité, voilà. D'accord. Justement, oui, juste rappelle-nous un peu les tarifs qu'il y a sur le site pour celles qui... Alors, Ça peut aller de combien à combien? alors, je pense que ça... Je suis nulle en chiffres. Je crois que j'ai vu des minimum 700 €. Non, Non, ça commence à commence 500. ça commence à 200 avec le Ah oui, il y a collier Planète Ouais, qui est en vermeil. Donc le vermeil, c'est de l'argent avec recouvert de 5 microns d'or. Donc ça reste un métal précieux. Enfin, c'est considéré comme un métal précieux. D'accord. Et qui est serti d'une opale ou d'une pierre de lune. Donc ça commence à 200 €. Et après, effectivement, il y a différents paliers. Il y a les bagues, les bagues rainbow qui sont aussi en vermeil, mais avec de la laque de couleur, qui sont à 300 et quelques. Voilà. Et non, parce que là, j'ai changé d'atelier. La nouvelle production serait un peu plus élevée, un peu plus chère que la précédente. Après, voilà, j'ai les bagues Galaxy qui sont chacune... elle va faire du bruit. Et les bagues Galaxy qui sont chacune des pièces uniques qui vont de 1005 à 4005 en fonction des pierres qu'il y a dessus. Ok. Ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de travail dessus. Et puis c'est de la pièce unique. C'est de la pièce surtout, unique là, en plus. Il y a beaucoup de pierres, enfin beaucoup. Il peut y avoir une jolie pierre centrale voilà, qui fait que ça augmente en valeur. Oui, je te disais, donc du coup, c'est quoi les moments les plus compliqués quand tu t'es lancé, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat depuis le début? Est-ce que tu as eu des périodes où justement c'était plus difficile et que tu n'étais pas loin de lâcher, que tu pourrais partager avec nous? Ces périodes-là, ça arrive toujours. Ouais, il y a des matins où je dis pourquoi, je ne sais pas. Non, alors vraiment, je pense que le plus dur là-dedans, c'est d'être toute seule. Ouais. Là, c'est la solitude. Ouais, la solitude. Je pense que si j'avais pu, j'aurais bien aimé avoir un ou une associée. Au début. Maintenant, je trouve ça un peu difficile. Maintenant, c'est trop tard, je crois. Ouais, quand on a bien avancé dans son projet, parfois c'est plus difficile d'intégrer quelqu'un. C'est ça, ouais. Mais je pense que le plus dur, c'est d'être toute seule. De faire ça toute seule, en tout cas. Alors là, j'ai beaucoup de chance. Maintenant, j'ai mon compagnon qui normalement travaille à la maison aussi, qui est free dans son domaine. Et on échange beaucoup sur nos problématiques respectives. C'est bien. Et en plus, lui m'apporte son expertise en tant que directeur artistique sur des choses que moi, je ne maîtrise pas. D'accord. Donc, voilà. C'est un échange. Exactement. Entre couples, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais te poser les questions de la fin de l'interview. C'est quoi tes prochains défis pour 2022 ? J'en ai plusieurs. Je ne sais pas encore s'ils vont tous se réaliser, si je vais tous les relever avec brio cette année en tout cas. J'avais commencé avant le Covid à créer des ateliers découvertes de gémologie ou par type de pierre. Voilà. Et j'aimerais beaucoup remettre ça en place cette année. D'accord. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui étaient intéressées, qui le sont toujours d'ailleurs, par ça. Donc c'est des petits ateliers en petits groupes où vraiment j'apprends à regarder à la loupe, on manipule, à regarder dans les pierres, à voir des choses dans les pierres. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais remettre. On devrait partager ta passion avec les personnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors non, ça recoupe un peu ce que je t'ai déjà dit. Développer l'activité en tant que négociante, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Vraiment le contact, le fait de chercher, de sourcer des pierres, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait ça au début. Oui. Donc je me suis dit, tiens, on va peut-être... c'est pour l'amour des pierres. Voilà, exactement. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est continuer à créer finalement des choses que j'ai envie de créer, sans me poser de limites, de restrictions. Parce que souvent on te dit, en fait,
Il faut compléter ta collection, il faut que tu fasses plus de bracelets, il faut que tu fasses je sais pas quoi. Parce que, ou faut faire, je sais pas, faut sortir une nouvelle collection, parce que c'est le faux. Voilà, non, je pense que finalement, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire à ma façon. Ouais, à ton rythme et comme t'en as envie, Et quoi. ouais. Et pareil, là, j'ai décroché vachement aussi de cette obligation des réseaux sociaux. En fait, à un moment, là, on dit fin d'année dernière, je me suis dit, vas-y, j'en peux plus, j'arrête. Enfin, je me sentais obligée, tu vois. Oui. J'avais l'impression de travailler pour Instagram. Je comprends, ouais. Toujours de poster et tout, Voilà, c'est vrai avoir que... un rythme, trouver quoi bosser. Et j'avais l'impression de bosser Ouais, pour Instagram, c'est quoi, ça. tu vois. C'est ça, on bosse tous pour Instagram. C'est comme ça que J'ai dit fonctionne la non, c'est machine. bon, stop, quoi. En Ouais. fait, c'est pas un défi à relever cette année, mais cette année, j'ai envie de le faire à ma façon et plus avoir à subir. Enfin, subir, si, un peu. Ce genre d'obligation. À s'obliger à poster juste pour voilà, poster. Je vais poster quoi. des choses que moi j'ai envie de partager à mon rythme. Tant pis si j'ai pas 10 000 followers, c'est pas grave. Ceux qui me suivent, c'est que ça les intéresse. Et voilà. Exactement. Non, mais c'est bien parce que ce que je trouve intéressant en fait dans ton parcours avant d'arriver à l'entrepreneuriat, c'est que même si tu es passé par des périodes où tu bossais pas, enfin tu bossais pour des jobs alimentaires, c'est que tu as toujours resté en contact avec ce milieu des pierres et que tout ton parcours en fait, tu as construit des relations qui t'ont permis en 2018 quand même de te lancer plus facilement quoi. Parce que si tu n'avais pas construit toutes ces relations-là, je pense qu'en 2018, tu aurais pris beaucoup plus de temps. Oui, en fait, même ces relations-là, elles sont toujours utiles. Ouais, non, mais c'est général. Ouais, c'est ça qui je trouve vachement intéressant, c'est que c'est une construction de relations qui, au final, te ramène à créer ta propre marque. Et puis, donc, ça c'est me ça fait qui est penser bien. que ça me ramène à mon travail précédent où vraiment ce qui m'intéressait, moi, c'était les relations humaines. Oui, les relations humaines et construire de façon un réseau aussi, c'est hyper important, quoi. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire ? Je peux pas te citer une femme parce que vraiment je trouve qu'il y en a. Il y en a beaucoup. J'en admire beaucoup d'admirables. Ouais. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. J'en admire beaucoup pour leur parcours. Il y en a beaucoup que je trouve admirables, mais c'est souvent des femmes entrepreneurs qui viennent de se lancer ou qui sont lancées il y a pas longtemps. Mais en fait, il y en a tellement que j'en ai pas une en particulier qui sort plus du lot. Mais par exemple, en ayant fait Gold Up. Oui. Je peux t'en citer plein qui l'ont fait et que j'adore d'ailleurs et dont j'admire le travail. Donc j'ai envie de... il y a vraiment toutes ces femmes finalement qui ne sont pas forcément connues et pourtant qui ont de quoi l'être. Exactement. Est-ce que tu as un conseil en tout cas à donner à une femme qui se lance ou qui est dans l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est un petit peu en mode un peu désespéré, on va dire. Faut s'accrocher, parce que si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Exactement. Mais non, par contre, je pense que ça revient un peu à ta question d'avant, mais j'ai rencontré quelques femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et finalement, elles se sont dit, non, c'est bon, j'arrête. Et je trouve que c'est une décision tout aussi admirable que celles qui persévèrent et qui réussissent. Parce que ça demande du courage de dire c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai amené mon projet jusqu'au bout et j'arrête. Mais voilà, je pense qu'il faut persévérer vraiment. Il faut persévérer, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Mais il faut pas non plus y aller si vraiment ça ne marche pas. Ok, c'est pas grave, on arrête et on recommence autre chose. Il faut le prendre comme une expérience. Exactement. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne ? Chaque chose arrive pour une bonne raison. Je sais pas si c'est une maxime, mais c'est vrai que c'est une phrase que je sors souvent. D'accord. Et pourquoi ça te parle ? Parce que souvent, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Et souvent, on est déçu, on est triste, et on est en colère, on est énervé. Il y a des choses qui tombent à l'eau. Et ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie. J'avais quitté un job parce qu'on m'en avait promis un plus intéressant. Et en fait, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. J'ai tellement d'exemples comme ça. Et souvent, en fait, derrière, quelque chose t'arrive de mieux, quoi. Oui.
C'est vrai. Oui, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y a une raison. Exactement. Ou si ça se fait, c'est qu'il y a une raison. Ça se fait, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc c'est pour le meilleur, tant mieux. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je suis toujours persuadée que quelque chose ne devait pas se faire. Bah, c'est comme ça. Alors oui, on peut être très déçu, on peut être en colère, et puis finalement, derrière, on se dit, voilà, je sais pourquoi. D'accord. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous ? Je recommande souvent un livre que je suis en train de relire qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Alors c'est pas un roman, hein. C'est sur comment se construisent les habitudes. D'accord, oui. Et j'aime beaucoup ce livre, mais après j'ai beaucoup écouté Génération XX. Je sais pas si tu connais. Oui. Qu'est-ce que... En livre... là, sinon, dernièrement, j'ai lu Mona Chollet, Sorcière, et j'ai adoré. Ah oui. Il a de très bons échos, ce livre. Ouais, et justement, je suis pas une personne qui se revendique féministe, voilà. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses sur le féminisme avec ce livre. Et sur la place qu'on attribue aux femmes dans la société. Et non, c'est... Ouais, c'est tout un sujet. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup de choses, quoi. D'accord. Si on veut t'écrire, ça se passe où ? Ça se passe sur Instagram, parce que finalement, je suis toujours sur Instagram. Ouais. De temps en temps, quand même. Ouais, non, quand même assez souvent, même. Ouais. Par mail, sur le site web, on peut prendre rendez-vous avec moi. Voilà. D'accord, si on veut un beau bijou. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin... Ça, je l'avais pas anticipé. Peut-être Par quoi on conclut en général ? Comment ? Par quoi on conclut en général ? Un petit message, je ne sais pas, pour celles qui nous écoutent. Accrochez-vous. Croyez en vous. Voilà, c'est très bien. Et puis, faut tenter. Faut tout tenter. Exactement. La vie. Faut pas de regrets, plutôt. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!